La première semaine de Wimbledon 2025 a été un véritable ascenseur émotionnel. Entre exploits, surprises et chutes brutales, voici le meilleur et le pire. Mais avant de commencer la vidéo, je te demande juste quelque chose. Il s'agit de la première vidéo de la chaîne, donc si tu peux mettre ton meilleur pouce là et également t'abonner, ce serait super déjà pour le référencement, mais également pour me donner encore plus de visibilité. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la vidéo. Pas de surprise concernant mon premier top puisqu'il s'agit de Novak Djokovic et du fait qu'il ait atteint son centième match gagné à Wimbledon. Une performance juste stratosphérique, hein. Novak Djokovic continue de montrer que c'est la légende de ce jeu, continue d'écrire l'histoire tout simplement. C'est une performance qu'il a déjà réussi à faire puisqu'il l'a faite à Roland-Garros. Il est maintenant à 101 victoires là-bas. Et il ne lui reste donc plus que de réaliser cet exploit à l'Open d'Australie où il est à 99 victoires et à l'US Open où il est à 90 victoires. Est-ce que vous le voyez faire cela dans les 4 grands chelems? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Honnêtement, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Néanmoins, retour sur le match, ça a été une vraie démonstration contre Miomir Kekmanovic. Victoire en 3-7 en 1h48. Une mixtape où Novak Djokovic, âgé de 38 ans, montre qu'il est encore capable d'éteindre n'importe quel joueur, s'il ne s'appelle pas Yannick Sinner, bien évidemment. Mais en tout cas, en termes de résultats, une entrée en huitième de finale et il est toujours en lice pour remporter son huitième sacre à Wimbledon. Concernant mon deuxième top, ça va être expéditif, comme le joueur d'ailleurs. Il s'agit de Yannick Sinner qui a été ultra dominateur. Nettoyage express en 3-7 face à Martinez avec seulement 17 jeux concédés depuis le début du tournoi. C'est un record qui a été dépassé. Yannick Sinner est juste trop fort. Honnêtement, je pensais qu'après sa défaite douloureuse en finale à Roland-Garros, il allait avoir du mal à se remettre peut-être à la compétition, sachant qu'il y a eu cette défaite à Halle face à Alexander Bublik. Mais en tout cas, il continue d'avancer vers son premier sacre à Wimbledon, en route lui aussi pour les huitièmes de finale. Le troisième top que je vais mettre en lumière, ce sera Emma Navarro qui élimine la championne en titre. Alors, c'était une victoire qui, pour moi, va être clé et limite fondatrice pour la suite du tournoi d'Emma Navarro. Avec l'élimination de Barbora Krejcikova, on a vu quand même un éclat tactique, même, je dirais, une évolution mentale. Il y a quelque chose qui s'est passé là dans le jeu de Navarro. Bien évidemment, il faut prendre en considération le fait que Krejcikova s'est blessée durant ce match. On l'a vu en pleurs, on l'a vu demander l'aide du kiné. Ça n'a pas du tout été facile, sachant qu'elle va du coup redescendre au-delà de la 77e place mondiale. En tout cas, virtuellement, c'est là où elle se situe. C'est... Ça va être très compliqué pour Krejcikova. J'espère qu'elle va pouvoir se remettre de tout ça, qu'elle réussira à revenir au plus haut niveau. Mais en ce qui concerne Navarro, clairement, c'est l'une des outsiders pour ce tournoi. En quatrième, je vais mettre Taylor Fritz qui a eu deux premiers tours juste exceptionnellement longs. Je ne sais pas du tout comment il va faire pour la suite du tournoi, mais en tout cas, ça a été formidable ce qu'il a réussi à montrer. C'était pas des matchs faciles, il était face à deux gros serveurs. Au premier tour, c'était Giovanni Pesci-Pericard et ensuite il a eu Gabriel Diallo. Il nous a montré que sous la pression, c'est clairement un joueur du top 10. Il est capable de tenir, à voir ce qu'il est capable de faire pour la suite du tournoi. Mais en effet, ça va être très dur de le voir aller au plus haut sur la suite du tournoi en deuxième semaine. Et enfin, mon dernier top, ce sera le qualifié Auguste Holmgren, le qualifié danois qui était classé à la 192e place mondiale. Euh, c'est clairement le roi des comebacks durant cette quinzaine de Wimbledon. Il a été vainqueur au premier tour face à Quentin Alice et puis il a eu une bataille de plus de 5 heures contre Thomas Marach, ce qui lui a permis d'accéder au troisième tour. Malheureusement, il est tombé sur beaucoup plus fort que lui puisque c'est Alex de Minaur qui met fin à son parcours. Mais c'est une histoire juste inspirante qui est parfaite vraiment, je pense, pour engager de l'audience sur ce Wimbledon, sur cette première semaine qui a connu beaucoup de choses. On va en revenir juste après. Mais vraiment, je vous invite à suivre ce joueur. J'espère qu'il va pouvoir continuer à nous montrer son talent sur le circuit principal. Il est l'heure de passer au flop à présent. Et on va commencer par un gros morceau. Coco Gauff, qui a été éliminée dès le premier tour de Wimbledon face à Diana Yastremska. Une défaite qui est très compliquée, honnêtement très compliquée. On est revenu sur du Coco Gauff, honnêtement, beaucoup de fautes directes, de la frustration dans le jeu. Honnêtement, je pensais qu'après sa victoire à Roland Garros, quelque chose allait changer.
Éventuellement, elle serait beaucoup plus libérée, mais il s'avère que c'était tout le contraire. Une défaite vraiment frustrante. Elle l'a dit en conférence de presse, c'était très compliqué pour elle là, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Elle a essayé de rester positive, mais force est de constater, c'est que là, c'est très décevant pour elle. À voir comment est-ce qu'elle reviendra. Grosse déception, mais aussi un avertissement pour la suite de sa saison. La tournée américaine, du coup, va commencer pour elle, à voir ce qu'il en sera. Passons à la deuxième américaine qui a été éliminée au premier tour de Wimbledon, Jessica Pegula. Défaite 6-2, 6-3 face à Cocciaretto. Défaite très frustrante, mais également compréhensible. Elle venait de gagner le tournoi de Baden-Burg. Je pense qu'elle était juste complètement cramée. Il n'y avait plus aucune énergie. Il n'y avait pas de repère lors de son match. Elle n'arrivait pas à bouger comme il le fallait. Beaucoup de frustration aussi. Donc, défaite peut-être logique en vue du nombre de tournois qu'elle a pu faire. Peut-être très peu de pauses. Elle avait été blessée aussi juste après Roland Garros. Ça a été un gros coup dur parmi les favorites. Je pense qu'on peut maintenant s'intéresser aux échecs chez les hommes en prenant deux cas spécifiques, celui d'Alexander Zverev et de Daniil Medvedev. Deux joueurs qui ont été éliminés dès le premier tour. En ce qui concerne Zverev, ça a été un 5-7 face à Arthur Hinderknecht et concernant Medvedev, ça a été face à Benjamin Bonzi. Deux matchs qui ont été très compliqués pour ces têtes de série. À aucun moment, je pense, ils ont réussi à avoir la main sur ce match. Les Français étaient possiblement beaucoup trop forts pour eux. Comment on peut l'expliquer? Concernant Zverev, il y a une explication qu'il a pris le temps d'expliquer en conférence de presse. Le joueur allemand souffre de dépression suite à sa défaite à l'Open d'Australie. Donc pour lui, c'est très compliqué de se remettre dedans. Il y a des fois, lorsque le match est beaucoup trop accroché, peut-être certains flashs reviennent et viennent le hanter. Donc il y a des carences mentales qui ne lui permettent pas d'aller au-delà. Et en ce qui concerne Medvedev, c'est tout à fait simple. Je pense que c'est un joueur qui malheureusement devient une forme de parodie de lui-même, pas forcément capable de tenir un match, malgré le fait que Benjamin Bonzi ait juste joué le feu. Il a été exceptionnel dans tous les compartiments du jeu, mais à ce niveau-là, Medvedev, c'est pas possible. Ça devient vraiment inquiétant, je trouve. Et combien même on peut donner des explications quant au fait que les balles soient différentes, parce que c'est pas du tout un problème de surface. Là, c'est possiblement pour beaucoup de joueurs un problème de balle. C'est pas une raison. Quand tu es un top player comme ça et que tu joues quelqu'un comme Benjamin Bonzi, avec tout le respect encore une fois, et que tu t'appelles Daniil Medvedev, que tu as gagné un grand chelem, pour moi c'est inadmissible de faire une prestation comme celle-ci. Et avec ces trois flops mis en avant, ça me permet d'arriver à mon quatrième, qui est l'hécatombe des têtes de série. Alors on a eu des départs précoces, encore une fois, je vous le répète, et l'une des choses les plus folles de cette première semaine, c'est qu'on a eu 8 têtes de série du top 10 qui ont été éliminées dès le premier tour. C'est un record de l'Air Open. Et parmi ces 8 têtes de série, il y a les hommes et les femmes comprises dedans, bien évidemment. C'est une surprise, c'est encore une fois, c'est juste phénoménal. Ça me démontre encore une fois qu'il y a énormément de densité dans le circuit, autant masculin que féminin, et que les joueurs ou joueuses du top 100 sont juste beaucoup trop forts. On n'est tout simplement plus dans une ère avec les trois GOAT qui dominaient tout, Djokovic, Nadal et Federer. Je pense qu'il faut arrêter avec ça, qu'il faut se dire que n'importe qui peut se faire surprendre et que le niveau est juste beaucoup trop élevé aujourd'hui. Et enfin, mon cinquième flop, c'est les polémiques autour de la technologie. Comme vous le savez, maintenant à Wimbledon, nous n'avons plus de juge de ligne. Tout est passé sous l'ère électronique avec des lignes électroniques. Ces polémiques reviennent au niveau des joueurs, notamment ceux qui ont perdu très souvent. Mais oui, des Jack Draper, des Emma Raducanu, il y a eu des gestes de frustration aussi. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Là, c'est que la première édition, c'est encore trop tôt pour en parler, mais avoir autant de discussions là-dessus, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième semaine sera à l'image de la première, c'est-à-dire explosive. On a Djokovic et Sinner de leur côté qui sont en mission. Bien évidemment, la partie de tableau d'Alcaraz le met bien en lumière. Et chez les femmes, on a toujours Sabalenka qui rêve d'avoir un premier grand chelem à Wimbledon et cette saison aussi. On a Swiatek aussi qui n'a toujours pas gagné de tournoi. Anisimova qui fait son tournoi discrètement, mais elle est là, toujours là. Donc, à partir de là, honnêtement, j'aimerais bien votre avis. Pour vous, qui est votre favori? Likez si vous avez vibré cette semaine. Abonnez-vous si vous voulez qu'on débriefe de la suite ensemble. Et en commentaire, vos tops et vos flops de Wimbledon 2025.